En quelques mots, c'est un concept qui essaye de résumer ou de rendre compréhensible des traits dominants de la société dans laquelle on vit et dont on pense qu'aujourd'hui, ils sont plutôt des traits dominants qui vont faciliter l'entrée et les pratiques addictives plutôt que de les contrarier ou de les limiter. Alors, ça part d'une histoire que tout le monde a constatée, qui est que le monde change. C'est une banalité de le dire. Moi, je lis en ce moment un livre qui en France a un certain succès, qui s'appelle La fin du village, qui décrit un petit village du Luberon, près de Lourmarin, Cadenet, et qui décrit comment ce village était il y a quelques années, mettons dans les années 70-80, et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et alors, en dehors de la nostalgie, il décrit que plus rien ne s'y passe comme avant. On n'y fait plus la fête comme avant, on n'y consomme plus comme avant, on n'y joue plus comme avant, on n'y socialise plus comme avant. Voilà. Alors, quand on dit ça, il y a une certaine nostalgie, le temps qui passe. Ce qui est intéressant, c'est de dire, est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, pour aller plus loin dans la société addictogène, on dit, tiens, quand on met bout à bout, tout c'est plus comme avant, qu'est-ce que ça donne? Ça donne trois grandes évolutions, on pourrait dire. Une qui est, il y a une modification généralisée au même moment de presque l'ensemble des contenants, les contenants culturels, pour aller vite. La mondialisation fait que la culture de référence, c'est parfois compliqué. Quelle est la culture de référence? Modification du contenant culturel, mais modification des contenants sociaux. À Cadenet, avant, tout le monde travaillait l'osier. Maintenant, on ne travaille plus l'osier, chacun a des métiers différents, et on pourrait dire, je prends des exemples français, on n'est plus obligatoirement mineur dans le Nord, on n'est plus obligatoirement dans les aciéries en Lorraine, et la notion d'appartenance à une activité économique a été considérablement modifiée. Donc, modification de l'appartenance culturelle, modification de l'appartenance économique, et puis modification du contenant familial. Famille recomposée, famille monoparentale, famille homoparentale. Nos cadres de filiation et donc de transmission ont énormément changé. Donc on a ce premier axe, modification des contenants. On a un deuxième axe qui fait la société addictogène au même moment. Une augmentation de ce qu'on appellerait les facteurs de vulnérabilité. La crise économique, pour aller au plus évident, fait que le chômage augmente, que les phénomènes de désocialisation augmentent et que du coup, il y a une sorte d'insécurité sociale qui vient se rajouter à cette modification de l'appartenance. Et puis un troisième paramètre qui est souvent oublié, qui est une intensification forte. Avec deux grands domaines d'intensification. La vitesse, il faut que les choses se fassent de plus en plus vite, que les réponses arrivent de plus en plus vite, que les déplacements soient de plus en plus rapides. On est dans quelque chose qui ressemble à ce qu'on disait dans les addictions, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite la réponse. Et puis une deuxième intensification, c'est l'intensification sensorielle, c'est-à-dire que n'importe quel objet culturel, sportif, a pris un niveau d'intensité qui n'a plus rien à voir. Je discutais récemment avec la championne de tennis française Marion Bartoli. Eh bien, elle dit j'arrête parce qu'il faudrait changer l'épaule et changer mon dos. J'ai même pas 30 ans et je suis physiquement usé. Et le tennis, quand on regarde les parties des années 50, encore une fois sans nostalgie, où il fallait déplacer la balle et être plus habile que l'autre, maintenant qu'est-ce qu'on regarde? C'est l'écran qui donne la vitesse de la balle et la force de la balle, et c'est comme ça qu'on gagne un match. On pourrait faire la même chose au niveau de sport comme le rugby, on pourrait faire la même chose au niveau de la voiture, on va de plus vite, on voit, et on pourrait faire la même chose sur des produits culturels. Il y a un socio-philosophe, Gilles Lipovetsky en France, qui a travaillé sur le cinéma. Et il a une formule comme ça un peu rapide, il a regardé des milliers de films avec ses collègues, il a soumis ça à un certain nombre de critères mathématiques, y compris de dire on enlève entre 3/4 d'heure et une demi-heure d'histoire, qu'on rajoute par des effets spéciaux. Et là où l'attention était captée par un récit linéaire, elle est maintenant captée par une succession de sensations qui doivent être de plus en plus fortes. Voilà. Donc, la société addictogène, ça décrit un changement, et un changement avec trois traits dominants qui, quand on les regarde, modification de l'appartenance, augmentation des facteurs de vulnérabilité et appétence majeure pour le plus fort et le plus vite, font que parfois, avant même d'avoir fait l'expérience des produits, on est prêt à ressentir le plaisir que nous donneront ces produits. Voilà, on peut dire que c'est une porte d'entrée aux addictions.
pour nous, hein, dans la réflexion qu'on partage entre collègues, c'est qu'on passe d'un modèle où on allait s'intéresser à la maladie addictive qui concernait un certain nombre de personnes, à un modèle où on va accompagner des personnes avec des pratiques addictives. C'est-à-dire que ça n'exclut pas qu'on s'intéresse à la maladie addictive, mais c'est une erreur si on ne s'intéresse qu'à elle. Et du coup, ça demande de parler plutôt d'accompagnement que de prise en charge, ça demande de parler plutôt de parcours que de chaînes thérapeutiques. Ça demande du coup d'aller chercher des outils comme l'intervention précoce, comme la réduction des risques, comme la prévention, et au lieu de les mettre dans des domaines juxtaposés, de les intercroiser, de les faire interréagir, de dire que parfois on commence par le soin, puis on fait un peu de réduction des risques après, puis on va paradoxalement mettre de la prévention en troisième étape. Voilà, ça demande de penser pour les professionnels, avec d'autres outils. Et un deuxième changement fort, ça demande de penser dans l'espace, c'est-à-dire de ne plus être dans des lieux de soins dans lesquels on recevrait des personnes qui en auraient besoin. Il faut encore que certains d'entre nous restent dans les lieux de soins pour recevoir ceux qui en ont besoin, mais qu'une partie d'entre nous se redéploie en direction des publics. Alors, le public usager, mais aussi les environnements de ces publics, les familles, les éducateurs, les travailleurs sociaux, hein, pour un peu sensibiliser à cette société addictogène et donc développer, on pourrait dire, les mesures qui viennent équilibrer. Moi, je suis très classique dans ma pensée sur l'éducation et sur les outils. C'est-à-dire, je pense que les outils de l'éducation et les outils du soin ne sont pas intemporels, hein. Ils doivent venir rééquilibrer en permanence le courant dominant d'une société. Donc dans une société addictogène, on doit les penser comme venant rééquilibrer ces tendances addictogènes et donc se redéployer dans la société. Les politiques publiques, elles vont accompagner cette évolution des pratiques professionnelles. Donc si les pratiques professionnelles se redéploient plutôt sur une logique d'accompagnement et sur une logique de rencontrer l'autre, d'aller vers, il faut que les politiques publiques, globalement, rendent ça possible. Alors moi, je vois deux grands axes. Réfléchir à toute l'inutilité des politiques de prohibition, c'est-à-dire qu'on pourrait dire dans une société addictogène de l'hyper-offre, de l'hyper-sollicitation, de l'hyper-provocation à la consommation, maintenir un discours de la prohibition, c'est presque pervers. C'est-à-dire, je vous pousse très fort à le faire, mais je vous demande de ne pas le faire, ou en tout cas de ne pas le faire de façon abusive. Donc il faut de ce côté-là mieux redéfinir qu'est-ce qu'on veut vraiment sanctionner dans les abus et dans les pratiques, et à l'inverse, qu'est-ce qu'on va mettre dans un champ qui sera celui de la régulation, et où on va trouver cette nouvelle façon d'agencer nos interventions avec une logique qui tourne autour, pour moi, de quelques points repères assez simples, hein. Le premier, c'est un gros soutien aux familles et aux environnements, hein. C'est-à-dire que si la société est addictogène, elle n'est pas que négative. Je n'ai pas du tout une pensée en disant ça veut dire que c'était mieux avant. Ça veut dire que le courant dominant, le risque dominant de cette société, c'est ça, mais le but, c'est pas d'empêcher le courant de continuer et le fleuve de continuer d'avancer. Le but, c'est pas d'arrêter le progrès. C'est simplement de dire, puisque le courant dominant pousse de ce côté-là, il faut que nos politiques fassent contrepoids pour qu'on avance. Voilà. Et du coup, de dire, je ne cherche moins à dire, par exemple, je vais interdire l'usage, que de dire, je vais apprendre à accompagner cet usage. On peut dire que rentrer dans un certain nombre de pratiques à un certain âge n'a pas les mêmes risques que de rentrer dans les mêmes pratiques à un âge beaucoup plus jeune. Par exemple, travailler ça avec les familles, c'est ne pas leur donner une mission impossible qui est rendez vos enfants abstinents de tout dans une société de l'hyper-offre, mais c'est leur dire, retrouver cette fonction éducative qui est de dire, je vais y aller étape par étape, je vais gérer cette proposition. Donc pour moi, il y a ces deux grands blocs, hein, la politique publique dans sa partie législation, prohibition, régulation avec la partie législative, et la politique publique dans sa partie redéploiement des interventions, redéploiement des moyens, et notamment peut-être en simplifiant certains circuits entre prévention, soins, éducation à la santé, promotion de la santé, réduction des risques, où je trouve que du coup on a gardé des schémas qui datent et qui mettent les choses de façon juxtaposée
juxtaposés et on n'a pas suffisamment encore entrecroisé les choses. Je vous donne un exemple en France, il y a des équipes qui font de la réduction des risques en milieu festif, elles ignorent les dispositifs qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs qui ont été faits au même moment pour faciliter la rencontre avec des jeunes en leur disant tu peux venir voir quelqu'un même si tu veux pas arrêter, simplement pour évaluer avec lui là où tu en es. Il est dommage que les acteurs qui croisent ces jeunes dans les espaces festifs au petit matin ou dans la nuit n'aient pas le souci de leur indiquer le dispositif et il est dommage que les acteurs qui soient de ce dispositif n'aient pas l'invitation peut-être un petit peu directive d'aller une fois par trimestre sur le terrain la nuit ou dans les espaces festifs, voir un peu comment ça se passe. Je pense que l'avenir des politiques publiques, c'est d'un côté assouplir un petit peu la régulation, la pénalisation, avec, au contraire, peut-être des régulations beaucoup plus précises, et de l'autre côté, décloisonner les interventions professionnelles, et en allant jusqu'à décloisonner certains rôles de professionnels. Alors, pour le coup, en tant que président d'une fédération, je sais que ça peut susciter quelques résistances, mais c'est intéressant.